Bonjour, vous allez regarder dans quelques instants une émission baptisée Introspection qui a pour vocation d'interviewer des personnes influentes, des personnalités reconnues, des dirigeantes et des dirigeants inspirants, exemplaires. Et aujourd'hui, nous allons leur libérer la parole, leur permettre de s'exprimer sur des sujets plus personnels, sur leurs valeurs. Et j'aurai l'immense plaisir pour cette première émission d'accueillir Elisabeth Moreno. Alors Elisabeth Moreno, comme on le sait, a été ministre de l'égalité des femmes et des hommes, de la diversité, de l'égalité des chances. Elle est aujourd'hui présidente de la gouvernance de Ring Capital et elle est présidente de Femmes Numérique. Et elle a créé une association qui lui tient très à cœur, qui est la puissance du lien. Rejoignez-nous vite. Elisabeth, bonjour. Merci d'être là pour cette nouvelle émission Introspection de la chaîne Be Smart for Change. Alors, Elisabeth, les fées se sont penchées sur votre berceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous la petite fille que vous étiez. D'abord, merci beaucoup, Lucille Desjoncker, pour votre invitation et longue vie à cette émission que je trouve très intéressante parce que souvent, quand on parle des leaders, on voit le poste, le statut, on ne voit pas les femmes et les hommes qui sont derrière tout cela. Donc, je trouve que c'est très intéressant ce concept. C'est pour ça que j'ai spontanément accepté votre invitation. Merci. Pour répondre à votre question, est-ce que les fées se sont penchées sur mon berceau? Je ne crois pas, non. Je crois qu'elles ont sauté mon berceau au moment où elles ont commencé à distribuer les cadeaux de la vie. Et en même temps que je vous dis ça, je pense aussi que j'ai eu un peu de chance dans ma vie. Je ne suis pas née dans un environnement très favorisé, très favorable. Mais j'ai évolué dans des environnements où il y avait des opportunités que j'ai su saisir. Je suis une petite fille qui a grandi rapidement avec beaucoup de responsabilités. Je suis l'aînée d'une grande famille. Mes parents travaillaient beaucoup. Donc j'ai rapidement pris une place importante dans la famille et je m'occupais de mes petits frères et sœurs. C'est là que j'ai découvert la force du collectif parce qu'on faisait tout ensemble. Bien sûr. On faisait vraiment tout ensemble. C'est là aussi que j'ai découvert un peu, vous parliez de mes engagements associatifs, comment faire des choses à des personnes à qui vous ne payez aucun salaire, qui ne vous doivent rien, mais simplement parce qu'elles croient en vous. C'est là aussi que j'ai découvert le sens des responsabilités, très jeune. Et de cet environnement un peu complexe, pas forcément favorisé, j'ai tiré une force, des leçons de vie qui m'ont servi tout au long de mon existence. Parce que justement, cette force qui vous caractérise, cet optimisme, moi je vous connais un peu avant ce rendez-vous d'aujourd'hui, et quand on va vous voir et qu'on n'a pas la forme, on repart, on l'a. Vous avez ce côté solaire qui vous embarque, on se dit mais non, finalement, je n'ai pas de problème. Et ça, c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure de vos épreuves, de votre vie, où vous pensez que vous êtes né avec et vous l'avez cultivé. Parce que c'est quand même un optimisme hors du commun et une énergie. Je pense que ce sont les expériences de la vie qui m'ont forgé comme ça. Je crois que quand vous avez été confronté à beaucoup de drames, beaucoup de difficultés, quand vous savez ce que c'est que la souffrance profonde, ce que c'est que passer près de la mort, quand vous perdez des êtres chers, vous apprenez qu'il n'y a de grave dans la vie que la mort. Et à la limite, c'est grave pour vous, pas pour celui qui est parti, parce que c'est celui qui reste qui garde sa peine. Moi, cet optimisme, il me vient du fait que j'ai appris que tant que vous respirez, vous pouvez changer les choses. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. Et ce possible, je m'y suis toujours accrochée dans les moments les plus difficiles parce que j'ai vu que cette lueur d'espoir que vous avez même dans les plus grandes tempêtes, c'est celle qui peut vous empêcher de vous noyer, de garder la tête hors de l'eau et de continuer d'avancer. Mais parce que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une extraterrestre, il y a des moments où peut-être il y a un petit peu de down. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous, comme votre père ou votre mari ou un frère, enfin des hommes,
qui apporte un soutien complémentaire à celui de votre mère ou de votre sœur ou d'une amie? Est-ce que je reviens à ce croisement des femmes et des hommes si cher à mon cœur? Je ne serais pas ce que je suis devenue s'il n'y avait pas eu des femmes et des hommes extraordinaires autour de moi. Celui qui pense qu'il peut réussir seul, qu'il peut surmonter les défis seul, qu'il peut réussir dans sa vie en marchant seul, vous ment. Ça n'existe pas de surmonter les épreuves de la vie seul, parce que tout le monde a des épreuves dans sa vie. Bien que sûr. vous naissiez dans un environnement favorisé ou défavorisé, tout le monde, à un moment de sa vie, est confronté à des difficultés. Et dans ces difficultés, c'est important de savoir que vous pouvez vous appuyer sur des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui croient en vous, parfois plus que vous ne croyez en vous-même. C'est ça. Qui n'a pas appelé un jour une amie pour lui dire « j'en peux plus, je ne vais pas y arriver » et qu'avec quelques phrases, cette amie vous donne un autre regard sur la situation et vous vous disiez « si, en fait, je peux ». Et moi, j'ai la chance d'avoir 2 parents extrêmement courageux, extrêmement résilients, qui m'ont appris le sens du devoir, qui m'ont appris qu'on a tous au fond de nous un courage extraordinaire et qu'il faut aller puiser dans ce courage, qui m'ont appris qu'il faut croire en soi et se donner les moyens de se relever quand on tombe. Et souvent, j'ai fait beaucoup de mentorship, j'ai accompagné beaucoup de jeunes, de moins jeunes, et je dis toujours aux gens, ne sous-estimez pas la force que vous avez au fond de vous. Et ce que j'aime, et ça c'est peut-être lié au fait que, étant l'aîné d'une famille, j'ai souvent pris soin de mes frères et sœurs, et puis comme j'ai été manager très jeune, j'ai appris à prendre soin de mes équipes, et je me suis rendu compte que quand je prenais soin de l'être humain, pas du collaborateur, mais quand je prenais soin de l'être humain, je n'avais plus à m'occuper du collaborateur. Quand vous prenez soin des personnes qui sont autour de vous, quand vous leur donnez suffisamment confiance en elles pour qu'elles avancent d'elles-mêmes, vous n'avez pas à faire du control freak, vous n'avez pas à surveiller toutes les heures, tous les instants ce qu'elles font. Donc cet optimisme, il vient évidemment de mon expérience de vie, il vient des gens que j'ai rencontrés, qui m'ont montré des choses en moi que j'ignorais posséder. Et c'est pour ça que j'ai une grande gratitude envers toutes les personnes qui ont parsemé mon chemin de ce que la petite fée a oublié de me donner. Oui, et puis vous faites partie de ces personnes auprès de qui on a envie de donner le meilleur de soi-même. Alors, avant de... Et ça, c'est intéressant. Pardon, Lucille, de vous interrompre. Moi, je crois qu'il y a une loi dans la nature qui fait que vous recevez autant que vous donnez. Mais bien sûr. Si vous ne donnez rien, vous ne recevez rien. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Et ce qui est étrange, c'est que très souvent, vous recevez davantage de gens à qui vous n'avez pas donné que de gens à qui vous avez donné. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et c'est OK. On va faire une pause avant de continuer cet entretien qui m'enchante, parce que j'adore vous interviewer. Merci. Elisabeth, vous êtes une businesswoman et puis présente sur tous les continents. Donc on va parler des différences de culture lors de ces différentes expériences. Et vous basculez dans la politique alors que rien ne vous y prépare et que vous recevez un coup de fil un jour et vous pensez que c'est une blague carrément ou une erreur. Donc d'abord, j'aimerais avoir votre vision des autres pays que la France, des autres continents. Qu'est-ce qu'il y a de différent fondamentalement quand on est une femme manager? Je vais évidemment répondre à votre question, mais je vais commencer par une vision globale. D'abord, ce qui m'attriste, c'est que je crois qu'il y a un peu plus de 180 États dans le monde et il n'y a pas un seul pays dans le monde aujourd'hui, en 2024, qui peut se vanter de donner à ses filles et à ses femmes les mêmes chances de réussir dans la vie qu'à ses garçons ou à ses hommes. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui traite ses filles et ses femmes comme il traite ses garçons et ses hommes. C'est une réalité, c'est factuel.
Alors, partant de ce postulat, partant du fait que les femmes, évidemment, ne sont pas moins capables, moins compétentes, moins motivées, moins ambitieuses que les hommes, j'ai presque envie de vous dire que le management, ça n'est pas une question de genre, c'est une question de caractère. Alors après, bien sûr, vous avez tous les aspects culturels qui viennent entrer en jeu. Le patriarcat est beaucoup plus prononcé sur un continent comme l'Afrique qu'il ne l'est, par exemple, en Europe. Mais il n'y a pas un pays où quand même on avance un peu plus vite qu'ailleurs. Il n'y a pas un seul pays dans le monde aujourd'hui où il n'y ait pas de féminicide, où un conjoint ou un ex-conjoint considère qu'il peut tuer sa partenaire parce qu'il a la domination sur elle. Il n'y en a pas un. C'est faux. Il n'y a pas un pays où on ne pleure pas une de nos sœurs assassinée par un membre de sa famille, un père, un frère, une mère, un conjoint ou un ex-conjoint, et parfois même un fils. Il n'y en a pas. Alors justement, ça me permet de rebondir sur votre parti politique. Là, vous avez dit, fort de ce constat, vous avez dû vous dire, je vais pouvoir faire bouger les lignes en tant que ministre en plus des droits des femmes, des hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Donc là, vous aviez les cartes en main. C'est intéressant la manière dont vous le dites parce que c'est la seule manière, c'était la seule raison pour moi de rentrer en politique. C'est votre motivation. C'était ma motivation principale. Moi, je ne suis pas allée en politique pour faire carrière en politique, je ne suis pas allée en politique parce que j'avais besoin d'un job, je ne suis pas allée en politique pour me faire voir, je suis allée en politique parce que je pensais que c'était là qu'on pouvait faire changer les lignes. Je crois que la politique, c'est ce pouvoir, cette capacité de rendre possible ce qui est souhaitable. Je suis convaincue que la politique, finalement, elle est faite pour ceux qui sont les plus vulnérables. Vous prenez la période de la Covid, ceux qui ont le plus souffert, ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables. Et donc mettre en place des politiques publiques pour aider et accompagner ceux qui sont les plus vulnérables, c'est mon seul leitmotiv. Vous prenez l'éducation, l'éducation est fondamentale, l'éducation publique est fondamentale pour les enfants qui sont issus des quartiers populaires, qui sont issus des zones rurales. Ceux dont les parents sont argentés peuvent aller dans l'éducation privée. Vous voyez ce que je veux dire ? Sûr, donc pour moi, la politique, c'est ça. C'est rendre possible ce qui est souhaitable dans une société de plus en plus inégalitaire. Et quand Jean Castex m'appelle, alors que je vis en Afrique du Sud avec ma famille, que je dirige le groupe Hewlett-Packard pour un continent de 54 pays, où j'ai la tête, mais dans une période en plus extrêmement compliquée, parce que c'était pendant la période de la Covid, où tout le monde était complètement bouleversé par la situation et qui me propose de rejoindre le gouvernement, ma première réaction, c'est d'éclater de rire parce que je pense que c'est une plaisanterie. Et il me dit non, ça n'est pas une plaisanterie. Et je lui dis mais vous devez vous tromper de personne parce que moi je m'appelle Elisabeth Moreno, je vis en Afrique du Sud, je n'ai jamais fait de politique et je n'ai pas l'intention de faire de la politique. Et comment ça s'est fait que votre nom est arrivé? Vous savez ça? Moi, oui, j'ai fini par apprendre comment ça s'était fait. Il se trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, que moi je suis arrivée au gouvernement en juillet 2021. Il y a eu un événement colossal dans cette année 2021, c'est la Covid. Et pendant cette période de la Covid, donc moi je travaillais pour HP, donc HP vend évidemment des matériels informatiques, des systèmes d'impression, entre autres, et tout le monde cherchait du matériel pour pouvoir travailler à domicile. Ah ben oui, bien sûr, c'était Et donc l'effervescence. il y a eu une pénurie mondiale de matériel, puisque toutes les frontières étaient fermées et que la plupart des constructeurs informatiques aujourd'hui travaillent sur le continent chinois. Et donc, voilà, ça a été une période extrêmement compliquée. Et avec les responsabilités qui étaient les miennes, j'avais contacté l'ambassadeur de France en Afrique du Sud de l'époque et je lui ai dit, je sais que cette période va être particulièrement difficile pour les familles qui sont éloignées de leurs proches et par conséquent, je vais mettre de côté un certain nombre de matériel pour permettre aux Français qui sont expatriés ici et qui ne peuvent pas retourner en France de pouvoir communiquer avec leur famille, d'être connectés, etc., etc.
Et donc, l'ambassadeur m'a découvert à ce moment-là. Il a vu les actions que je menais sur les quartiers populaires, auprès des femmes, mais il ne me le dit pas. Et il en a parlé. Et il en a parlé. Et au moment où il y a eu ce changement de gouvernement, je pense qu'il cherchait des visages nouveaux, des personnes issues de la société civile. Il a dû glisser mon nom comme on peut proposer des noms quand voilà. Et c'est comme ça que j'ai été contactée. Quelle belle expérience. Et alors, donc ça a duré 2 ans, cette expérience. On n'a pas le temps malheureusement aujourd'hui de rentrer dans le détail de ce que vous avez fait. Mais ce qui est intéressant, c'est après. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vais retourner dans un grand groupe. Je vais faire quoi? Je vais aller dans une start-up? Je vais retourner à l'international? Alors, d'abord, c'est bien dommage qu'on n'ait pas le temps de parler de ce que j'ai fait, parce que quand on dit que la politique, c'est rendre possible ce qui est souhaitable, j'ai travaillé sur le congé paternité, j'ai travaillé sur le quota des femmes dans les conseils d'administration, dans les COMEX, j'ai travaillé sur les lois pour lutter contre les thérapies de conversion, donner l'accès aux femmes à la PMA, la pilule gratuite jusqu'à 25 ans. J'ai adoré cette expérience. Et vous avez eu le temps de faire tout ça en 2 ans. Mais parce que je viens du monde de l'entreprise. Et s'il y a une chose que je sais faire, c'est faire. Et quand je sors du gouvernement, d'abord, c'est un grand vide. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance d'une expérience comme celle-là, humainement. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai travaillé 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Et tout d'un coup, tout s'arrête et vous n'êtes pas préparé. De la même manière que vous n'êtes pas préparé à entrer, vous n'êtes pas préparé à sortir. Oui, parce que... Et moi, j'ai eu la carrière que j'ai eue et ça faisait 10 ans que ma carrière se déroulait quasiment toute seule, naturellement, spontanément. Et du jour au lendemain, non seulement je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est très drôle. Je disais à ma sœur l'autre jour, ce qui est terrible quand on est ministre, alors vous êtes connu. Et comme vous êtes connu, tout le monde s'intéresse à ce que vous faites et même à ce que vous ne faites pas. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous vous faites licencier, seuls vos amis et votre famille savent que vous avez été licencié. Et de temps en temps, ils vous passent un coup de fil pour vous dire « Alors, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Là, vous avez des centaines et des centaines de personnes qui vous demandent tous les jours « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Certains avec bienveillance, d'autres avec malice. Et donc, vous avez cette pression qui vous tombe sur les épaules parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc, ça a été un moment de ma vie, personnel et professionnel, extrêmement compliqué. Et une fois que vous avez atterri, eh ben, vous savez ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez plus envie de faire. Parce que cette expérience, elle vous transforme. Parce qu'en 2 ans, je crois que j'ai tout vu. Mais vraiment, tout vu. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans un cadre. Vous avez un produit, vous avez des services, vous avez des équipes, vous avez un écosystème. Quand vous êtes ministre, cet écosystème est démultiplié par 100, par 1000. Et donc, j'ai eu un regard sur le monde comme je n'en avais jamais eu. Et donc, je ne pouvais pas, après cette expérience, revenir dans ce que je faisais avant, comme si rien ne s'était passé. Non, vous avez fait un tel bond de vision des choses, de l'humanité, de tout. On va faire une petite pause, Elisabeth, et on va continuer à parler ensemble de choses passionnantes. À tout de suite. Bon, Elisabeth, vous êtes une gagnante, vous êtes une battante, mais il y a eu des moments forcément où tout ne fonctionnait pas, je veux parler de votre vie professionnelle, comme vous le vouliez. Donc, quelle expérience marquante vous avez eue où là vous êtes dit, c'est dur quand même. En fait, je suis devenue une battante parce que j'ai été confrontée à énormément de difficultés au cours de mon parcours. C'est-à-dire que moi, comme je n'ai travaillé que dans des environnements très masculins, par hasard, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans les technologies, j'ai été magistrate, j'ai travaillé dans la politique et aujourd'hui je suis dans les fonds d'investissement. Ce ne sont que des domaines extrêmement masculins. Donc être confronté à la compétitivité, à la compétition, à
cette testostérone qu'on voit dans le monde de l'entreprise, parce que le leadership aujourd'hui, on le voit comme quelque chose de très dur, de très marqué, et quand on est une femme et qu'on arrive dans cet environnement-là, à moins que notre caractère ne soit déjà comme ça, on s'en prend plein la gueule. Et même avec la bonne posture que je suspecte vous avez pu avoir, ça a été compliqué d'être une femme. Bien sûr que ça a été compliqué d'être une femme, mais peut-être que c'était aussi compliqué d'être un homme. Mais moi, il se trouve que je suis une femme. Donc une femme avec ses qualités de femme, parce que on ne fonctionne pas de la même manière que les hommes. Moi, je veux bien, dans ces combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mon combat, c'est pas de dire que les femmes sont comme les hommes. Les hommes ne sont pas comme les femmes et les femmes ne sont pas comme les hommes. Nous avons tous nos spécificités, notre caractère, notre façon d'être. J'ai vu des femmes très masculines comme j'ai vu des hommes très féminines. Donc, en fait, pour moi, c'est pas une question de genre, c'est d'abord et avant tout une question de caractère. Et donc, j'ai eu des échecs dans ma vie professionnelle, j'ai eu des humiliations, je suis tombée 10 fois, et à chaque fois, en fait, ce qui a fait que mon caractère s'est forgé, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas obligé de rester à terre. Et ce qui m'a renforcée, c'est la capacité que j'ai découvert au fur et à mesure de mes échecs à me reconstruire, à rebondir, à recréer des écosystèmes, à recréer des business, etc., etc. Donc, je ne veux surtout pas que les gens qui nous regardent aujourd'hui se disent que la réussite peut sembler facile. Ma réussite n'est absolument pas facile. Mais ça, on se dit. Et à chaque fois qu'on m'a dit « Oh là là, t'as de la chance », j'ai dit « Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. » Alors, peut-être qu'il y a un peu de chance, mais il y a surtout de l'intelligence, il y a du talent et il y a énormément de travail. Et j'ai rencontré un jour Fabien Galtier qui me disait « C'est pas une question de chance. Moi, j'ai réalisé que dans ma vie, plus je travaillais, plus j'avais de chance. » Oui, bien sûr. Et j'ai trouvé cette phrase très intéressante. Et pour les gens qui se disent « Oui, mais il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres », peut-être. Moi, je dirais plutôt qu'il y a des gens qui ont plus d'opportunités que d'autres. La question, c'est est-ce que vous savez saisir les opportunités qui s'offrent à vous où elles passent, ou bien pas. sûr. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Et alors, au milieu de tout ça, Elisabeth, dans ces moments où c'est compliqué pour X raisons, est-ce que la foi est une chose importante pour vous? Oui. 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 On peut en parler, comment elle se traduit? Oui. La foi occupe une place importante dans ma vie. La foi m'a permis de forger mes valeurs. Elle m'a donné de la force. Elle m'a donné de la résilience, elle m'a donné un regard différent sur ce qui se passe au quotidien. Elle me fait prendre conscience qu'il y a beaucoup plus de choses que nous ne savons pas que de choses que nous savons. Elle m'a fait prendre conscience qu'on ne choisissait pas ce qui nous arrivait dans la vie, mais que l'on choisit ce que l'on peut en faire. Et puis, il y a cette foi personnelle, et puis il y a ma foi dans l'humanité. Malgré toutes les difficultés, toutes les horreurs que j'ai pu voir, j'ai une foi profonde dans l'humanité et dans la capacité des êtres humains à surmonter les défis, les obstacles, à faire du bien. Moi, je crois dans les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Je pense que ce libre arbitre dont vous parliez tout à l'heure, je ne peux pas le détacher de la foi, parce que je crois que nous avons tous la capacité de choisir ce que nous faisons, avec ce que nous avons. Et c'est vrai que c'est dans les épreuves, et accompagné ou pas de cette foi, qu'on va se surprendre soi-même, qu'on va réussir à... Quelquefois, on peut penser que quelque chose est insurmontable, et finalement, quand l'épreuve arrive, eh ben, on a des forces insoupçonnées, et on y va, et on avance. Parce que c'est ça où le déclin total, et ça c'est... Dans la foi qui est la mienne, il y a une phrase qui dit Dieu ne nous envoie pas d'épreuves que nous ne soyons pas capables de surmonter. Ah, c'est une très belle phrase. Et vous avez réussi en tant que mère à partager toutes vos valeurs à vos enfants Je transmets à mes filles que j'aime profondément. Ce sont les... J'imagine. Elles ont... Je ne sais pas si elles savent combien elles ont été les piliers de tous mes engagements. Vous avez dû leur dire. Je leur dis, mais je ne sais pas si je leur dis suffisamment bien. C'est-à-dire que tous les parents font les choses pour leurs enfants. Moi, les combats que j'ai toujours menés en tant que
femmes noires, issues de toutes les diversités possibles et imaginables, je veux que la vie de mes filles soit meilleure que la mienne. Je veux qu'elles soient confrontées à moins de difficultés que celles auxquelles moi j'ai été confrontée. Donc elles sont la plus belle source de mon engagement et de mes inspirations. Quel magnifique message d'amour à l'égard de vos enfants, Elisabeth. On va refaire une courte pause et on arrive à la fin de notre émission où là, vous allez pouvoir prodiguer des conseils à ceux qui nous écoutent. Merci. Donc, Elisabeth, on a beaucoup parlé de votre passé, mais il se passe quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui me porte, c'est mon engagement, plus que jamais. Je suis présidente du conseil d'administration de Ring Capital, un fonds d'investissement à impact social et environnemental. On accompagne les femmes et les hommes qui cherchent des solutions pour répondre aux enjeux de notre époque. J'accompagne les grandes entreprises dans la mise en œuvre de leur politique RSE, parce que c'est vrai que cette question de parité, notamment, elle importe tout le monde, mais tout le monde ne sait pas comment la mettre en œuvre. Et puis les questions de diversité et d'égalité des chances. Et puis ma partie philanthropique est toujours très présente, puisque je suis présidente de la Fondation Femmes at Numérique et que j'ai créé une association qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle La puissance du lien, parce que j'ai l'intime conviction qu'en mettant ensemble nos forces individuelles et collectives au travers des liens qui nous animent, eh bien nous pouvons résoudre tous les problèmes de notre époque. Quelle belle initiative. Elisabeth, le temps passe vite, on arrive à la fin de cette émission. Avec votre expérience de leader, de femme et de ministre, quels conseils vous pourriez donner avec toutes les expériences que vous avez eues à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Écoutez Lucille, je pense que dans votre rôle de chasseuse de tête, vous rencontrez aujourd'hui des hommes qui sont très mal à l'aise et très inconfortables avec cette volonté pour les femmes de s'émanciper. Je crois que le premier conseil que je donnerais aux hommes, c'est de ne pas craindre cette volonté. Vous savez, j'entends parfois dire que les hommes sont une génération de sacrifiés. Je voudrais qu'ils comprennent que pendant des siècles, pendant 2000 ans, les femmes ont été une génération de sacrifiés. Et pour les pères, les frères, les cousins, les neveux, qui ont des femmes autour d'eux, je voudrais juste qu'ils comprennent que tout ce que les femmes veulent aujourd'hui, c'est avoir la possibilité de se réaliser et de s'accomplir. Avec eux. Et je voudrais justement leur dire que ça n'est pas une guerre des sexes. C'est un combat collectif pour rendre cette société plus juste, plus durable et plus désirable pour tout le monde. Et qu'une société dans laquelle tout le monde va bien est une société qui prospérera. Aujourd'hui, notre société ne va pas bien. Les gens ne vont pas bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est déséquilibrée. Et si nous œuvrons tous collectivement, sans craindre les uns les autres, eh bien, je suis convaincue que nous y gagnerons tous. On peut dire que les femmes et les hommes ensemble, c'est de la performance. Les femmes et les hommes ensemble, c'est de la performance. Et pour arriver à la performance, et c'est peut-être le dernier conseil que je donnerais, je pense que ce soit les femmes ou les hommes, investissez en vous. Investissez en vos forces, en vos capacités, en votre foi, en votre vision d'un monde meilleur, et vous verrez, les choses se mettront en place. Ça sera le mot de la fin. Merci Elisabeth, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission Introspection avec un invité dont je tairai le nom aujourd'hui, mais qui a été extrêmement visible pendant les Jeux Olympiques. À bientôt.